Un chiffre, 640 millions. 640 millions, c'est le nombre d'euros que la CCR a réévalué suite aux inondations dans les Hauts-de-France à l'hiver 2023. Ce chiffre, il n'est pas anodin, il représente derrière des habitations, des collectivités qui ont été touchées, et on va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Et Édouard Vieillefond, à cette malheureuse occasion, l'avait d'ailleurs précisé dans le quotidien Le Monde, en disant « La prévention fonctionne jusqu'à un certain niveau, mais lorsque la catastrophe est très importante, elle dépasse tout, même les bonnes mesures ». Et justement, dans un monde où les catastrophes s'intensifient, se multiplient, la question de l'assurabilité des territoires, on l'a déjà vu dans la première table ronde, se pose. Et aujourd'hui, c'est celle qu'on va essayer de craquer ensemble, qui est comment est-ce qu'on peut adapter l'assurance. Quelles sont les solutions, les évolutions de contrats ou même la coordination des acteurs. Pour voir ça ensemble, j'ai un panel devant moi exceptionnel. Je vais d'ailleurs vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter très rapidement pour démarrer cette table ronde. Donc, bonjour à tous, Benjamin Maillard, je suis le responsable des sinistres haut risque financier de la Mutuelle des architectes français. Marie-Claude Bassette-Renaud, je suis à la SMA BTP, directrice construction au sein de cette compagnie d'assurance. François Lanavert, je suis directeur des partenariats chez AXA Climate, une filiale d'AXA comme son nom l'indique. Et Thierry Laurent, je suis administrateur de l'État, je suis délégué pour la gestion des conséquences des inondations auprès des préfets du Pas-de-Calais et du préfet coordonnateur de bassin Artois-Picardie. Merci. Justement, Thierry, on va commencer par vous. Vous n'avez pas forcément vécu les inondations dans le Pas-de-Calais. En revanche, vous êtes le témoin post-sinistre. Est-ce que vous pouvez déjà nous exposer l'ampleur du phénomène et puis également, qu'est-ce que ça révèle de nos vulnérabilités du territoire en l'occurrence ? Oui, effectivement, je n'ai pas connu les inondations. J'ai pris mes fonctions en janvier de cette année, donc plus d'un an après les inondations qui ont frappé le département en novembre 2023, puis à nouveau en janvier 2024. Des inondations tout à fait exceptionnelles par leur ampleur, plusieurs épisodes de précipitations centenales cumulées. Des inondations de très longue durée pour les habitants. Certains ont connu des inondations de plusieurs semaines, voire plusieurs mois de leur maison. Et donc à la fois un impact financier considérable, vous l'avez évoqué, plus d'1,8 milliard d'euros de dégâts dans le département ainsi que dans le Nord. 316 communes reconnues en catastrophe, en état de catastrophe naturelle, près de 10 000 habitations sinistrées, 500 000 habitants impactés par les inondations dans les secteurs touchés, 5 des 7 arrondissements. Donc à la fois une durée et puis une étendue du phénomène tout à fait importante, qui n'a pas fait de mort directe. C'est une grosse différence avec d'autres épisodes d'inondation qu'on peut connaître, mais qui rappelle un peu le traumatisme connu par la Somme il y a une vingtaine d'années en termes d'ampleur de l'épisode. Voilà en quelques mots pour le phénomène lui-même, et puis un phénomène aussi très piloté par l'État. Pour un ensemble de raisons, à la fois l'ampleur de la catastrophe, le moment de vie politique auquel ça s'est passé, certaines caractéristiques du département du Pas-de-Calais, et donc une crise très pilotée par l'État. Rappelez-vous, Gabriel Attal, le jour de sa nomination, se rend le soir même dans le Pas-de-Calais à la rencontre des sinistrés. Cette attention, elle était permanente. Elle explique aussi la mobilisation de moyens très conséquents, 345 millions d'euros mobilisés par l'État pour accompagner les sinistrés, essentiellement les collectivités, les habitants, les agriculteurs. D'ailleurs, on voit, et ça rejoint la question de l'assurance, qu'il y a des disparités très importantes sur la répartition du soutien de l'État. Près de 200 millions pour les collectivités, 2 millions pour les entreprises. Voilà, c'est parce que l'assurabilité, justement, n'est pas la même. Voilà, en quelques mots. On pourrait y revenir un peu plus en profondeur ensuite. Merci. Qui dit catastrophe dit aussi solution en face. Peut-être François, est-ce que vous pouvez nous exposer quelques solutions qui existent, préventives ou de produits assurantiels en la matière ? Pour adapter l'assurance, il y a effectivement une certaine adaptation de nos offres qu'il faut mettre en place.
Et là, je ne vais pas parler uniquement au nom d'AXA, parce que c'est un peu l'ensemble des acteurs qui bougent sur le sujet. Et si on veut parler du sujet de la prévention, vous avez certainement vu fleurir qui à la Maïf, qui chez Generali, qui chez AXA, etc. Des outils en fait, de visualisation des risques qui sont parfois basés, qui vont exploiter des outils publics comme les bases de données de Météo France ou Géorisque, des choses comme ça, et qui vont donner à voir aux assurés une meilleure vision de leur risque présent et éventuellement de leur risque futur. Voilà. Nous, c'est quelque chose qu'on a testé avec des agents. C'est également quelque chose qu'on teste avec les souscripteurs. Il faut bien comprendre que le nerf de la guerre dans une compagnie d'assurance, c'est la souscription. Donc le souscripteur, et je sais que dans la salle, il y a quelques assureurs ou quelques courtiers, le souscripteur, c'est celui qui donne un prix et qui dit « OK, on prend ou pas ce risque ». Et il y a tout un processus d'escalade au sein d'une compagnie d'assurance pour ça. Donc il donne, comme ça a été dit dans la table ronde précédente, il donne ce prix et ce go en fonction des données passées et en fonction des événements qu'il anticipe dans le futur pour le contrat d'assurance qu'il va faire. Attention, un contrat d'assurance, c'est quoi la durée d'un contrat d'assurance? Pour la plupart des contrats d'assurance, c'est 1 an la durée. Donc on va donner un contrat d'assurance multirisque avec de l'inondation dedans pour 12 prochains mois. Et on va donner aux souscripteurs davantage aujourd'hui de vision sur le risque inondation sur le long terme. Mais à la base, quand même, ce qu'il fait, c'est un contrat de 12 mois. Il y a un produit d'assurance un peu particulier qu'on a construit, mais qui n'est pas non plus une grande nouveauté, ça existe depuis quelques années, c'est l'assurance dite paramétrique. L'assurance dite paramétrique, ce n'est pas très populaire en France, parce qu'en France, comme ça a été rappelé dans la table ronde précédente, on a un régime absolument extraordinaire, qui est le régime catastrophe naturelle. Et dans d'autres territoires, en revanche, il n'y a pas ces régimes-là, et donc on construit des assurances beaucoup plus spécifiques. Et l'assurance paramétrique, c'est un contrat qui va se déclencher en fonction de la mesure que vous prenez d'un événement climatique. Pas en fonction des pertes réelles évaluées par un expert, qui va prendre un peu de temps pour venir sur site, etc., mais par un calcul a priori des pertes qu'on anticipe si un cyclone de catégorie 4 survient sur un aéroport. On a parlé d'aéroport tout à l'heure. Alors, ça déclenche. Bon, la vertu de ce type de contrat, c'est que ça permet à l'assuré de beaucoup mieux comprendre son risque. Parce que quand vous faites cette table d'indemnisation, vous dites à l'assuré, bon, catégorie 4 sur ton aéroport, à ton avis, c'est quoi? 10 millions, 15 millions, 20 millions de pertes? Moi, je peux t'assurer ce que tu veux à partir du moment où on l'a écrit. Mais là, vous voyez l'assuré qui commence à réfléchir et qui commence à se dire, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mesure les forces de vent régulièrement. Et donc, vous basculez l'assuré dans ce que j'appelle la vigie climat, parce que très peu d'entreprises aujourd'hui sont équipées d'outils pour surveiller l'évolution du climat, puisque le climat, c'est cool, c'est assuré. C'est assuré le climat, c'est vrai. On a toujours un contrat d'assurance qui dit que c'est assuré. Oui, mais il y a des signaux qui montrent que c'est de moins en moins assuré ou c'est de plus en plus difficile à assurer. Donc la première chose à mettre en place, c'est la vigie climat et c'est le début de la prévention. Ce que je dis, c'est que l'assurance paramétrique, ça aide un client à basculer dans ce fonctionnement-là, de surveiller ses indicateurs, parce qu'il sait que quand il y a un indicateur qui est atteint, il y a des pertes et il y a un contrat d'assurance qui paye. Voilà un peu. Merci. Benjamin, vous m'avez, lors de la préparation, vous m'avez indiqué que innovation et normatif ne font pas toujours bon ménage. Pourquoi ? Et oui, puisque en fait, il faut se replacer sur le cadre de l'assurance. Le cadre de l'assurance, c'est quoi? C'est qu'on est sur des stats. On parle de stats, et donc les stats, c'est le passé. Donc si on identifie le passé, l'innovation, c'est le flou artistique complet, puisqu'on est vers l'avenir. Madame Métral l'avait dit parfaitement tout à l'heure, c'est la conception, il faut pouvoir s'adapter. Mais s'adapter, c'est forcément avoir quelque chose qui sort des sentiers battus. Et là, on n'est pas dans ce cadre-là, puisqu'on est en dehors des normes. Et donc, du coup, quand on parle des normes, on parle de quoi? Alors, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'existant, c'est-à-dire des bâtiments qui existent déjà en matière de construction, c'est-à-dire qu'on fait du nouveau. Et quand on fait du nouveau, les assureurs cadrent en fait les techniques qui vont être employées pour être certain qu'on rentre dans un cadre normatif clair. Donc, on appelle ça la clause de technique courante. Globalement, les assureurs se renvoient aux DTU, aux ATEC, ATEX et autres règles professionnelles acceptées par la commission prévention produits, ce qui veut dire que ça crée un espèce de socle commun
que l'ensemble des constructeurs peuvent employer en termes de technique. À l'inverse, en dehors de ça, on est sur de la technique dite non courante. C'est-à-dire qu'il faut aller voir son assureur pour obtenir une extension de garantie. Et là, forcément, il va falloir démontrer qu'on rentre bien dans les cadres ou qu'on va avoir une durabilité de la technique qui va être utilisée. Et c'est là qu'on n'est pas très à l'aise, puisque effectivement, comme on n'a pas de recul, il va falloir créer un peu de la data en quelque sorte. Et dans ce cas-là, il faut avancer pas à pas et démontrer qu'on va avoir un ouvrage qui va tenir 10 ans ou plus, puisqu'en matière de construction, c'est une responsabilité décennale, il faut au moins tenir 10 ans. Donc c'est pas évident. Les assureurs n'ont pas de données. Et depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du cadre normatif. Alors effectivement, quand on parle de DTU, quand on parle d'ATEX ou autre, ce n'est pas des règles qui sont obligatoires au sens strict, au terme légal. C'est-à-dire qu'on le met beaucoup dans les contrats. Donc il y a aussi une autre question qui va se poser, c'est est-ce que les maîtres d'ouvrage, eux, vont accepter de ne pas avoir un ouvrage qui soit conforme à tout un tas de réglementations, puisque finalement, si ce n'est pas obligatoire par la loi, ce n'est que par le contrat. Et donc si le contrat ne l'impose pas, on peut sortir des sentiers battus. Mais ce n'est pas évident, puisque ça veut dire que aussi, et le maître d'ouvrage, lui aussi, va être embêté, puisqu'on parle beaucoup des assurances des maîtres d'ouvrage des entreprises, mais le maître d'ouvrage, il a aussi des obligations d'assurance. Et donc, à nouveau, ça revient sur lui, où il va devoir expliquer tant bien que mal qu'il a mené toutes les étapes qui sont nécessaires pour dire que sa technique, elle est finalement fiable et que ça va pouvoir fonctionner sans difficulté. Donc, les assureurs sont assez d'accord là-dessus, sur le fait que tout le monde peut faire tout, mais qu'il faut quand même rester prudent quand on sort un peu des sentiers battus. Et donc forcément, innovation, c'est pas forcément... ça rentre pas dans le cadre, donc il va falloir créer ce cadre, et donc ça, c'est le travail qui nous attend. Vous avez justement introduit la garantie décennale. C'est quelque chose qui est assez important pour les assureurs. Est-ce que Marie-Claude Bassette, et puis tu as aussi peut-être Benjamin Maillard, vous pouvez me dire quels sont les leviers de transformation possibles face au changement climatique qui va la challenger? Par un système effectivement légal, qui est la loi Spinetta et l'obligation d'assurance qui en découle, avec effectivement des clauses types qui sont encadrées, sur lesquelles nous, on ne peut pas déroger aujourd'hui. Donc, sauf si le législateur effectivement envisage des évolutions, et peut-être qu'il faudra à terme les envisager. Aujourd'hui, on est contraint par système. Donc, c'est comment, dans le système actuel, pouvoir continuer effectivement à assurer ces constructions neuves ou ces constructions de réhabilitation importantes sur lesquelles effectivement on travaille, pour qu'à terme, elles soient conformes pendant 10 ans effectivement à la solidité et à la propriété à destination, mais au-delà de 10 ans, parce qu'aujourd'hui, on ne construit pas uniquement pour 10 ans, mais voire pour 50 ans et voire au-delà. Donc, c'est comment, effectivement, à terme, tous ces bâtiments, avec ces nouvelles innovations, ces nouveaux procédés, ces matériaux puissent être effectivement durables et pérennes dans le temps. Donc, c'est là où il faut faire évoluer, et je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de groupes de travail, de réflexion, qui se font autour effectivement soit de l'AQC, soit de France Assureur, soit avec le CSTB, etc., pour pouvoir faire évoluer effectivement ces normes, ces DTU, pour intégrer ce dimensionnement effectivement durabilité et surtout résilience à terme des bâtiments. C'est effectivement tout le travail d'enjeu, et il y a par exemple Initiative Sécheresse qui est en cours avec France Assureur pour à la fois effectivement, une fois qu'il y a eu effectivement la sécheresse, prévoir des nouvelles solutions de réparation, mais surtout tout un pan de prévention qu'il faut mettre en place pour justement éviter le sinistre et faire effectivement des travaux de prévention pour éviter cette sinistralité. Donc il y a effectivement un certain nombre de travaux en cours et qu'il faut encourager. Après, il y a toujours, je crois qu'on l'a dit encore, le nerf de la guerre, comment on finance. Voilà. Et notamment par rapport au RGA que vous mentionnez, donc le retrait du gonflement des argiles qui touche près d'une maison sur 2 en France. Le chiffre annoncé, c'est 11 millions de maisons qui seront impactées à terme effectivement par ce phénomène. Et après, il y a aussi d'autres phénomènes, nos territoires d'outre-mer, qui sont aussi très impactés.
Notamment, on a vu les derniers cyclones, hein, et il y a eu des travaux après Irma, par exemple, avec Bâti Solide, pour effectivement avoir ce retour d'expérience et voir quelles sont les choses à modifier, notamment les vitesses de vent. Il faut prendre en compte des vitesses de vent qui seront beaucoup plus importantes que ce qui était prévu aujourd'hui dans la réglementation. Donc on a prévu, il y a un arrêté qui vient de passer en 2025 pour augmenter ces vitesses de vent. Pareil pour effectivement l'adaptation aussi de toute la réglementation qui est pris pour la France hexagonale et qu'il faut adapter aussi pour les Outre-mer. Ce qui est prévu aujourd'hui ici ne peut pas être transposé. Au contraire, ça risque d'être même source de sinistres. Donc voilà, il y a tout cet aspect qu'il faut réfléchir. Et on travaille effectivement soit avec les fédérations, soit au sein de la France Assureur, soit de la QC qui est notre organisme de prévention, pour pouvoir effectivement aller vers ces nouvelles réglementations. Ça nous rappelle combien l'adaptation est locale. Benjamin, vous souhaitez rebondir ? Oui, on parle depuis tout à l'heure de l'innovation. On a beaucoup l'impression que c'est une amélioration. Pourquoi les assureurs freinent un peu, puisque c'est de ça dont il est question, et pourquoi il y a un cadre qui est imposé, c'est qu'il y a aussi eu dans le passé des innovations qui n'ont pas été forcément particulièrement brillantes. On peut parler des panneaux photovoltaïques, où tout le monde s'était lancé dans la pose de panneaux photovoltaïques avec un résultat assez malheureux pendant les premières générations, où on avait des infiltrations, des incendies à tout va. Et donc forcément, ça crée une méfiance. Et je pense qu'on ne parle pas forcément des mêmes innovations, puisque quand on parle de l'innovation ponctuelle, ou dans ce cas-là, comment on peut faire pour qu'un bâtiment s'adapte mieux à son environnement qui bouge. Dans ce cas, on ne parle pas tout à fait de la même innovation, mais dans ce cas-là, j'ai quand même l'impression que quand un bâtiment est existant et que c'est l'environnement qui bouge, c'est que ça dépasse un peu le cadre de l'assurance, mais plutôt ça renvoie vers le travail des pouvoirs publics et des collectivités qui doivent plus aménager leur commune et les aménagements type digue ou autre manière de trouver des solutions qui soient différentes de l'assurance. Et là, je pense qu'on dépasse un peu ce cadre-là. Peut-être pour François et Benjamin, sur la prochaine question, il y a des acteurs qui font des travaux d'adaptation de leurs infrastructures, des territoires en général. Mais ces acteurs-là ne bénéficient pas forcément de réduction de tarifs, ou en tout cas de bonification de tarifs. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est amené à évoluer dans les prochaines années pour justement inciter à dérisquer les territoires à travers des travaux d'adaptation, ou pas ? François ? C'est une excellente question. Et puis, on a eu juste avant l'exemple d'une collectivité qui a même été virée parce que... Alors, c'est difficile de dire... Enfin, je serais ravi de dire oui, bien sûr. Pour toutes les raisons aussi que Benjamin a données, le regard dans le rétroviseur fait que c'est difficile de donner un signal prix sur le futur. Et le signal prix, il est aussi assez difficile à donner dans un contexte de régime catastrophe naturelle où, par défaut, qu'on soit dans une zone ou une autre, tout ça est collectivisé. Alors, maintenant, les travaux d'adaptation, les assureurs commencent à prendre la pleine conscience de leur nécessité et à s'investir dedans. Moi, je vais juste parler pour AXA. On a créé AXA Climate en 2018 et aujourd'hui, notre mot d'ordre, c'est de rendre l'adaptation possible et désirable. Et ça veut forcément dire mettre l'assurance au service de l'adaptation. Et donc, il faut donner à voir les possibilités d'adaptation, hein. Et il y a une question qui a été posée tout à l'heure sur l'investissement. Il faut investir dans l'adaptation, il faut trouver de l'argent pour l'adaptation. Spoiler, l'État a dit « j'ai pas d'argent ». Donc il y a le prêt vert, enfin il y a certaines garanties. L'État a dit « je vais mettre de la garantie ». Après, la Banque de territoire a dit « moi j'ai de l'argent » et la Banque européenne d'investissement a dit « moi aussi j'ai de l'argent pour des projets d'adaptation ». Mais grosso modo, l'État a dit bah, « j'ai pas d'argent ». Voilà. Un ordre d'idée, hein, pour Enedis, c'est 25% de l'investissement qui va être Enedis et RTE, les opérateurs d'électricité. Quand ils investissent 100, il y en a 25 qui vont pour l'adaptation. C'est 25% le poids de l'adaptation dans un réseau d'électricité. C'est conséquent, en fait, comme somme. Donc, oui,
on est attentif à ces solutions-là, aux efforts qui sont faits pour l'adaptation. Et on va, c'est pas de l'innovation, mais on va essayer de tenir compte de ces effets-là, enfin de ces solutions, dans la sinistralité future. Mais l'adaptation va produire des effets dans le futur. Ce sont des pertes évitées et c'est difficile à prendre en compte dans un contrat d'assurance de 12 mois. Benjamin ? Alors, effectivement, c'est vrai qu'on parle d'innovation depuis tout à l'heure et on se dit qu'il y ait une prime. Je le comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Alors, moi c'est un peu particulier parce que je vais parler aussi juste pour la mutuelle des architectes. On n'assure pas les collectivités puisque nous, on assure uniquement les concepteurs. Donc, quand on assure que les concepteurs, nous, on a fait le choix depuis toujours, puisqu'on est une mutuelle créée par des architectes, de ne pas avoir de clause de technique courante et de ne pas créer de frein à l'innovation de nos assurés, puisqu'on serait assez malvenu, puisqu'on assure principalement des architectes et des bureaux d'études. Donc, ce serait un peu compliqué de contraindre finalement leur créativité au quotidien. En revanche, effectivement, ça semble être une bonne idée, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'innovation reste en dehors des sentiers battus. Et aujourd'hui, je pense qu'il est un peu tôt pour dire il y a une prime, mais en revanche, il est certain qu'en dommage au bien, ça aurait peut-être plus d'intérêt puisque ça créera nécessairement moins de sinistres. Sur l'assurance construction, c'est plus compliqué effectivement de dire aujourd'hui on va baisser les prix parce que vous avez utilisé tel type de matériau qui est effectivement plus résilient, tel type de procédé parce que effectivement à terme le bâtiment va résister mieux, etc. Alors je rappelle, nous, notre garantie elle est sur 10 ans, donc souvent effectivement on sera au-delà de cette garantie, ce sera plutôt le dommage au bien qui interviendra, mais surtout, comme on le disait, on n'a pas de retour d'expérience sur ces matériaux. Donc aujourd'hui c'est plutôt on accompagne cette innovation parce qu'effectivement, il faut y aller, on en est conscient, donc on l'accompagne et effectivement, ce sera une discussion avec nos assurés, et comment effectivement apprécier notre risque. Mais ce serait plutôt le contraire pour nous, ça pourrait être plutôt des facteurs d'aggravation de risque, puisque justement, on n'a pas ce retour et qu'on sait que certains matériaux sont plus sensibles à l'eau, au feu, exemple le bois, les matériaux géosourcés. Aujourd'hui, les sinistres qui sont liés à ces matériaux sont plus importants que les sinistres qu'on peut avoir sur du béton et autres. Donc, en accompagnant et effectivement en assurant ces projets, on est effectivement dans notre rôle, le rôle de l'assureur, puisqu'on ne construit pas aujourd'hui comme on construisait il y a 10 ans. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on aura une baisse de la sinistralité, parce que l'ère de la guerre, c'est ça. Si on a une baisse de la sinistralité, on peut accompagner en baissant les prix. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ce qu'on constate. Il faudrait une sorte de plan pluriannuel, et peut-être qu'on va en parler sur les Hauts-de-France en se disant l'aménagement du territoire, de quelle manière est-ce que sur un long terme, sur une période de 20 ans, 50 ans, il va avoir un effet bénéfique sur les inondations. Compliqué quand on a les assurances qui sont renouvelées tous les ans. Et compliqué aussi quand on a entendu que les métropoles, les collectivités ne sont pas... quand vous les superposez avec les bassins versants, ce n'est pas la même logique. Et en fait, c'est le bassin versant qui fait les inondations. Thierry ? Juste d'abord, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, deux réflexions. D'abord, ce qui me frappe partout, c'est l'ampleur du déni face au risque. C'est vrai chez tous les acteurs que je rencontre, c'est vrai chez les habitants, c'est vrai chez une partie des élus, pas tous. Alors je les vois beaucoup moins. Chez les banquiers, vous le voyez moins ? Je les rencontre moins, les banquiers, c'est ça que je veux dire. Et puis chez les entrepreneurs. J'étais vendredi à une réunion que j'organisais avec les entreprises sur le volet entreprise, développement économique du plan de résilience pour le Pas-de-Calais. Et les représentants des CCI me disaient le PPRI, quand on nous l'a présenté sur telle zone, on a poussé des cris d'orfraie, on n'y croyait pas. Et puis finalement, c'est exactement ce qui s'est réalisé. Et donc je me dis que les assurances, comme les banquiers derrière qui financent, c'est ce qui a été dit sur la première table ronde, peuvent jouer un rôle d'aiguillon tout à fait salutaire sur cette lutte contre le déni, qui n'est pas générale, qui dépend vraiment des territoires, de la sédimentation des politiques de lutte contre les inondations dans les territoires, de l'implication personnelle de certains élus, etc. Mais il y a des vraies disparités, et puis la mémoire est courte.
On a déjà des maires dans le Pas-de-Calais qui, 1 an et demi après l'inondation, nous disent oui, mais les zones d'inondation constatées que vous avez relevées, en fait, c'était pas ça. Et puis, je pourrais très bien continuer à délivrer des permis de construire dans cette zone-là. Deuxième réflexion, l'État a dépensé 35 millions depuis la crise sur la protection individuelle des habitations. C'est le dispositif Mirapi, mieux reconstruire après les inondations. C'est la pose des bâtards d'eau qui a été évoquée tout à l'heure. Comment est-ce qu'on le prend en compte? Encore une fois, c'est l'avenir, c'est pas le passé, mais il y a quelque chose à faire, à la fois avec l'assurance vis-à-vis des habitants, mais il y a aussi une mise en musique collective à assurer pour que cet investissement ne soit pas perdu. Donc il faut accompagner les gens dans l'alerte, dans le suivi de l'alerte. C'est valable pour les particuliers comme pour les entreprises, mais avec des moyens qui ne sont pas les mêmes pour le faire. C'est accompagner nos concitoyens les plus âgés dans leur mise en œuvre, et ça renvoie au rôle des maires avec des plans communaux de sauvegarde, des réserves communales de sécurité civile qui pourront aider les plus âgés, les plus fragiles, etc. C'est le rôle des notaires aussi, sans doute, dans la transmission de ce bâtard d'eau. Une fois qu'on l'a posé et qu'on a vendu sa maison 10 ans après, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que le nouveau propriétaire est informé? Et comment est-ce qu'on garde, du point de vue de l'assureur aussi, la mémoire de ces travaux qui ont été faits si on change de contrat? Voilà, des petits éléments de réflexion en rebond. Et justement, dans les ateliers de concertation que vous avez mentionnés, est-ce que vous voyez d'autres éléments bloquants à la coopération entre l'État, les collectivités, mais aussi les habitants et les entreprises? D'abord, il y a des choses qui marchent. Il y a quand même une prise de conscience collective généralisée, mais on doit clairement travailler à l'émergence d'une culture commune territorialisée du risque. Il y a plein de façons de le faire. Il y a plein d'acteurs qui y participent aujourd'hui de façon parfois désordonnée. C'est donc l'un des axes importants du plan de résilience que je suis en train d'établir en concertation avec tous les acteurs du territoire. Il y aura 4 chapitres, dont un sur la culture du risque. L'idée étant de proposer aux acteurs qui sont d'abord les collectivités locales, dans leur responsabilité au titre de la GEMAPI, et dans le déploiement des PAPI, qui en général contiennent tous un axe culture du risque, d'avoir un cadre d'action qui soit un peu systémique pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de trous dans la raquette ou dans la digue. Voilà pour le premier élément. Ensuite, sur les blocages, il y a des querelles territoriales. Il y a ce qu'évoquait le maire de Breil sur les découpages qui ne correspondent pas forcément au bassin versant. C'est le deuxième aspect de la mission qui m'a été confiée cette fois-ci par le préfet du bassin, de faire évoluer les structures de gouvernance en créant des établissements publics territoriaux de bassin pour s'assurer que, évidemment, il y a convergence entre le bassin et puis le cadre d'action, mais ça reste dans un cadre de coopération entre établissements publics de coopération intercommunale. Et il y a des vraies questions amont-aval qui peuvent être percutées en plus par d'autres sujets, puisqu'on a sur 2 des 3 bassins versants des fleuves qui se jettent à la mer. Donc c'est percuté par la question de la lutte contre la submersion marine, qui fait peur à l'amont, qui a peur d'avoir à payer pour l'aval sur ce sujet-là, alors qu'on sait le cantonner. Mais donc ça, c'est un vrai blocage. Et donc on essaie de créer ces EPTB pour que les moyens en ingénierie, les ressources financières soient au rendez-vous. Là aussi, sur les ressources financières, le maximum prévu par la réglementation sur le montant de la taxe GEMAPI, c'est 40 € par an et par habitant. On a des territoires qui ont un vrai comportement de passagers clandestins et qui sont à 10 € alors qu'ils sont en zone très inondable, avec donc des moyens en face qui répondent aux enjeux. Très bien. Et les établissements dont vous parliez, est-ce qu'ils ont vocation à être mis dans toute la France ou c'est seulement pour le Pas-de-Calais? Non, c'est prévu par le Code de l'environnement. Il y a plusieurs structures de syndicats mixtes qui, en fonction du niveau de leurs compétences et de leur extension géographique, peuvent exister. Le PTB, c'est le plus haut niveau de classification et de labellisation de ces établissements. Très bien, merci. Benjamin, vous avez parlé des architectes. Justement, quel est le rôle des architectes dans tout ce grand orchestre? Comment est-ce qu'ils peuvent devenir un maillon central par rapport aux enjeux de demain? Alors, l'architecte, on le rappelle, c'est le premier, avant le chantier, à avoir un contact avec le maître d'ouvrage pour essayer de trouver des solutions astucieuses. On voit pas mal d'architectes qui aujourd'hui présentent leurs projets, notamment en matière de climat. Il y a des super projets qui ont eu lieu, par exemple, à Prague, où on voit que on arrête finalement de se battre contre les éléments climatiques, mais qu'à l'inverse, on fait en sorte que le bâtiment puisse finalement s'adapter à son environnement et
finalement s'adapte, se bouge et on ne soit pas obligé de se battre contre la rivière qui monte en pied, puisque effectivement il y a quelque chose qu'on doit rencontrer de plus en plus, c'est qu'on a de moins en moins de terrains constructibles. Donc ceux qui restent, ce n'est pas forcément ceux qui ont les meilleures caractéristiques pour qu'on construise aujourd'hui. Donc déjà, on est déjà dans cette étape-là de se dire qu'il faut faire avec les terrains restants. Et donc quand on doit construire pour l'avenir, on doit s'adapter à notre terrain. Et c'est vrai que les architectes mettent en avant toute leur créativité là-dessus. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, eux, même si on ne limite pas leur créativité, ils construisent pas seuls. Donc quand ils construisent pas seuls, on les alerte aussi sur la nécessité d'être attentifs aux techniques qui sont employées. Alors, pas en les contraignant, mais en ayant justement ce chemin pour faire accepter aux assureurs, aux contrôleurs techniques aussi, qui sont partie prenante, puisque quand on est en dehors des normes, de la même manière, on les oublie, mais eux, ils vont avoir des difficultés à accepter des techniques qui vont être employées. Donc, il va forcément y avoir un schéma normatif pour le chantier qui va s'imposer. Donc, nous, on travaille avec eux et surtout, on les alerte sur le cadre assurantiel, puisque ça demande pas mal de formation. Et eux aussi, ils doivent parfois éduquer ou faire apprendre à leur maître d'ouvrage que on ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut et que parfois il faut passer par des étapes qui sont nécessaires, qui allongent nécessairement la durée du chantier ou la durée des études en fonction des cas. Oui, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord, mais la construction, c'est tout un écosystème. Il y a d'un côté un maître d'ouvrage, et je pense qu'effectivement les maîtres d'ouvrage devront être très sensibles à la pérennité de leur ouvrage. Ils ne construisent pas pour 10 ans, donc ils construisent effectivement pour des ouvrages qui doivent durer plus longtemps. Donc c'est les encourager à aller vers non le moins 10 ans, mais le mieux 10 ans. Celui qui effectivement permettra la réalisation de l'ouvrage au meilleur coût et avec sa durabilité. Et après, il y a effectivement tous les acteurs, les maîtres d'œuvre, mais également les entreprises qui sont susceptibles de donner des variantes par rapport au projet de construction, etc. et qui ont effectivement une connaissance aussi du terrain. Donc ce sont tous les acteurs qui doivent être autour de la table et l'assureur aussi qui intervient pour assurer ces ouvrages ou assurer les entreprises et constructeurs qui interviennent dans ces opérations. Donc je pense que tout le monde doit être autour de la table, on doit faire évoluer les choses, on doit faire évoluer les DTU, justement pour prendre en compte, comme on l'a dit tout à l'heure, toute cette évolution et cet impact climatique. C'est déjà un peu le cas avec la réglementation RE 2020 qui permet effectivement à terme d'avoir des bâtiments qui seront plus résilients, parce qu'il y a l'aspect effectivement carbone, mais il y a aussi l'aspect sobriété énergétique et surtout confort d'été. Aujourd'hui, on l'a vu, quand on a les épisodes de canicule, comment on reste dans ces bâtiments et comment on peut continuer à les habiter. Donc voilà, donc c'est tout un écosystème et il faut que tout le monde effectivement se parle et qu'on puisse faire évoluer les normes avec le problème du coût rapport qualité-prix. Aujourd'hui, la construction est très chère, donc faire attention de ne pas renchérir, puisqu'après, à un moment donné, les gens ne pourront plus acheter et on ne pourra plus effectivement continuer à habiter, quoi. Oui, il y a une composante essentielle, et tu viens de le dire, c'est qu'il faut, à la fin, et au début, on a un maître d'ouvrage. Et le maître d'ouvrage, c'est lui qui doit régler les travaux. Donc forcément, quand on a une explosion du coût de construction pour tout un tas de raisons, on l'a vu avec l'assurance du réemploi, où finalement le réemploi pouvait être plus cher que le neuf, il faut qu'il y ait une adhésion et qu'il y ait une compréhension parfaite des enjeux, non pas parce qu'on peut avoir toutes les bonnes volontés du monde, quand le compte en banque ne suit pas, on va se retrouver dans l'impasse à la fin. Donc effectivement, il ne faut pas que ça retombe non plus toujours sur les mêmes et que le poids de l'innovation soit trop coûteux pour un maître d'ouvrage et celui qui décide d'entreprendre autrement et de façon équilibrée et qui soit tourné vers l'avenir. François ? Oui, je voulais compléter avec le référentiel qu'on utilise. Les maîtres d'ouvrage, les architectes peuvent faire des choses extraordinaires à condition, au départ, d'avoir les bonnes métriques. Et on a eu un bon exemple cet été au mois de juillet avec la gare de Nantes qui a été livrée et une semaine après, elle n'était plus utilisable parce qu'il faisait trop chaud dans la gare. Donc on a en fait des référentiels, je pense aux variables climatiques, qui sont livrés en avant-projet,
qui sont totalement dépassés quand on commence à poser la première pierre, parce que en fait, on n'a pas fait l'effort d'aller chercher les variables climatiques futures quand on construit des ouvrages. Vous avez également un bon exemple avec le maire de Caen qui a renoncé à l'aménagement d'un territoire en bordure de rivière. Pourquoi est-ce qu'il a renoncé à l'aménagement de ce territoire ? Il y avait un risque d'inondation, mais ça, il s'est dit, je sais gérer le risque d'inondation. Et c'est vrai qu'il y a des architectes qui savent gérer le risque d'inondation. Et donc, 1 mètre d'eau pendant une journée ou 2 jours, on sait gérer, je mets des guillemets, voilà. Mais en fait, le vrai problème et le vrai aléa qu'il est allé chercher, il y a le GIEC qui l'a aidé, enfin le GIEC régional qui l'a aidé, c'est l'aléa hausse du niveau de l'eau. Et donc, il a caractérisé que sur ce quartier-là, il avait un risque d'avoir 5 cm d'eau pendant 3 mois. C'est pas la même histoire qu'on va chercher en fait sur les aléas. Et on ne peut pas aujourd'hui faire l'économie, alors que la trajectoire de réchauffement n'est pas encore inscrite dans la loi par décret. Il y a un projet, ça va le faire, mais on ne peut pas faire l'économie d'aller chercher les variables climatiques que vont rencontrer nos ouvrages sur les 50 prochaines années, sur la durée de l'investissement. Et aujourd'hui, les investisseurs le font, les banquiers commencent à le faire, mais nous, on est constamment noyés de sollicitations pour faire des due diligence climatiques sur des gros projets. Et heureusement qu'on est noyés. Benjamin ? Je vais quand même rebondir sur la gare de Nantes, puisque je ne peux pas m'en empêcher, gérant des sinistres. Alors, ça pose tout un tas de questions, effectivement, sur la conception, mais aussi sur la qualité du matériau employé en façade et en toiture. Mais ça pose aussi d'autres questions, parce que imaginons qu'on n'ait pas mis en œuvre, par exemple, de climatisation, de chauffage. Est-ce que, globalement, on peut accepter qu'un ouvrage soit inutilisable une semaine dans l'année en contrepartie de pas utiliser de chauffage ou de climatisation tout le reste de l'année? Donc ça pose aussi d'autres questions qui sont peut-être plus intéressantes, qui sont celles de finalement du bilan carbone de l'opération, qui mériterait finalement qu'on ne fasse rien et qu'on accepte que finalement on ait des désagréments dans l'année. Mais dans ce cas-là, ça pose une question fondamentale du programme d'origine et finalement de l'acceptation par tous qu'on puisse finalement en avantage coût se dire que c'est pas si mal que ça. Mais ça c'est français, c'est qu'on râle systématiquement. Donc on verra. C'est un bon point, merci Benjamin. C'est lié avec le niveau de service au fait qu'on attend de l'infrastructure et de son exigence. Et c'est tous les enjeux sur les plans d'adaptation des infrastructures, c'est combien de jours par an cette infrastructure doit être disponible. Ça coûte très cher d'avoir une infrastructure dispo 100% de l'année. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je rappelle la loi Spinetta, la propriété à destination, elle ne dit pas que c'est 8 jours. Voilà. Donc c'est toute l'adaptation aussi de notre système. En matière de marché public, on peut accepter contractuellement des choses. Donc je pense qu'en fait, ça dépend de la donnée de départ. Voilà, faut-il que ce soit prévu dans le contrat, mais sinon, on est mal. Merci. Dernière question. Selon vous, quels seraient les ingrédients pour une coordination des acteurs qui soit idéale pour assurer justement notre territoire le plus longtemps possible? Je vous laisse prendre la main. Aucun ingrédient? Pendant que les autres réfléchissent à leur réponse, là aussi un partage d'expérience. Les assureurs ont été extrêmement réactifs au moment du sinistre. Globalement, c'est un vrai consensus. Il reste quelques dossiers, mais qui sont les plus complexes à régler. Mais ça s'est fait très rapidement. C'est sans doute aussi lié en partie au pilotage politique très fort dès le début de la crise. Et donc, il y a eu une pression par le haut sur les assureurs, mais qui se sont mobilisés sur le terrain, des experts, des relais. La préfecture a joué un rôle d'interface dans un certain nombre de dossiers complexes, notamment au bénéfice de particuliers. Mais il y a un angle mort de la présence des assureurs sur le territoire, c'est la reconstruction derrière. C'est la réflexion par bassin versant, c'est la réflexion territorialisée. Et en fait, les assureurs sont très très bons évidemment dans la relation contractuelle avec l'assuré, quelle que soit sa taille. Mais dans la relation territoriale avec l'État territorial, là, il n'y a plus d'acteurs parce que par définition, c'est un marché éclaté et qu'il n'y a pas de représentant légitime. Et donc, adapter l'assurance, c'est aussi trouver à un moment les moyens de cet ancrage territorial dans le dialogue avec les responsables qui est, on le voit bien, essentiel sur les questions d'attractivité derrière du territoire, liées à son assurabilité et au financement des infrastructures. Donc, un des ingrédients, le dialogue. Mais faut-il encore avoir des interlocuteurs pour dialoguer ?
Le dialogue est essentiel. Après, effectivement, des grosses catastrophes comme ça, c'est comment on reconstruit et mieux reconstruire. Après, effectivement, par exemple, le cyclone Mayotte, on a eu tout de suite effectivement des appels du ministère et autres pour nous dire mais comment on va faire et comment on peut accompagner. Alors, une des pistes, c'était faire moins... avoir effectivement une disposition constructive qui soit moins contraignante. Oui, pourquoi pas, mais faire attention, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut moins bien reconstruire. Il faut au contraire tenir compte de ce qui était existant, qui effectivement n'a pas permis de résister suffisamment, et puis de reconstruire mieux sans rajouter des normes. Donc c'est toute la difficulté, et comment effectivement on peut accompagner. Après, bon, il y a toujours l'effet d'ébène où beaucoup de gens viennent reconstruire et finalement c'est fait pas toujours très bien. Mais voilà, c'est effectivement avoir ce dialogue, et ça c'est pas évident parce que alors il y a France Assureur hein, qui peut être aussi partie prenante pour pouvoir discuter avec les autorités, mais il y a l'effet, effectivement, il faut aller très vite, mais en même temps, attention, d'aller trop vite, ce serait faire d'impasse sur des choses qui finalement feraient que dans 10 ans, on aura les mêmes problématiques et on aura les mêmes conséquences. Donc prendre le temps, même si on n'a pas le temps. Exactement, c'est toute la problématique. Moi, en guise de réponse, je voudrais être un peu provoquant et dire qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Le bon ingrédient, finalement, c'est tout l'argent qu'il y a à gagner à ne pas avoir une hausse de sinistralité, parce que ça représente entre plus 3 et plus 4% sur les primes d'assurance chaque année pour chaque Français. Donc il y a beaucoup d'argent à gagner à adapter l'assurance et à adapter nos territoires. La deuxième chose, c'est que quand vous regardez la France, on a des architectes de renommée internationale qui sont extraordinaires, on a des compagnies d'assurance extraordinaires, on a des banquiers phénoménaux, on a des maires phénoménaux aussi, on a tous les climats en France, on a tous les ingrédients, on a les meilleurs constructeurs, et celui qui nous invite, mais d'autres. On a les meilleurs gestionnaires d'infrastructures, on a les plus beaux aéroports. Dans le monde entier, on veut nos architectes et nos spécialistes. On a tous les climats. Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas collectivement qu'on a de ce débat, de ce sujet sur l'adaptation? En fait, c'est un enjeu de souveraineté, mais c'est aussi un enjeu de compétitivité. On a les plus belles entreprises du monde. Eh bien, investissons-nous à fond dans ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, à être résilient, et à exporter notre savoir-faire de la résilience. La France, c'est sans doute le pays qui peut avoir la plus belle économie de la résilience et exporter cette économie de la résilience, la mettre au profit de son territoire, la mettre au profit du territoire européen et du monde, quoi. Et donc, on a vraiment de très très belles choses sur le papier. Il y a une opportunité extraordinaire. C'était un petit peu provoquant parce que bien sûr que on sait tous que l'adaptation, ça va être dur. Il faut atténuer massivement, diminuer massivement nos émissions pour que l'adaptation soit possible. Mais après, sur le papier, on a des gens qui savent faire des choses extraordinaires. Benjamin ? En guise de conclusion, je pense qu'on attend des beaux projets qui vont démontrer tout notre savoir-faire et surtout que ça tient dans le temps et qu'on est en mesure de faire, et ça nous créera des référentiels pour les autres et pour les projets à venir. Donc il faut y aller, on passe à l'action. Merci à tous les quatre. C'est le temps des questions en salle. Si jamais vous en avez, je vous invite à lever la main. C'est une excellente idée. C'est un assureur américain dont vous parlez. Et c'est un assureur un peu particulier parce que c'est une mutuelle. Donc, c'est-à-dire qu'elle reverse en fait les bénéfices de ses membres. Ça pose d'ailleurs la question du modèle économique. Est-ce qu'une mutuelle est plus résiliente dans le temps qu'une société qui n'est pas mutuelle? Chez AXA, on a les deux. On a la mutuelle AXA et je trouve que c'est une excellente initiative. J'en veux pour preuve que certains de mes clients, moi je vends des services de conseil, certains de mes clients utilisent le bonus de cet assureur pour financer mes services. Et en fait, quand il finance mes services, ça veut dire qu'avant de construire une usine, ce client-là, concrètement, avant de construire une usine, il vient me demander, ce que j'ai dit tout à l'heure, la due diligence climatique. Il vient me dire, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de construire là, avec tel matériau et avec tel référentiel climatique, etc., etc.
Donc reverser du résultat parce qu'il y a eu des investissements qui ont été faits, qui ont un effet bénéfique sur la sinistralité, oui, c'est bien à l'échelle d'une entreprise, c'est encore mieux si on était à l'échelle d'un territoire. Ce serait canon de se dire, les Hauts-de-France, ça devient un territoire résilient, et on appliquerait une baisse de prime à tous les assurés des Hauts-de-France, parce que les Hauts-de-France ont mis, j'en sais rien, 1 milliard, 2 milliards d'euros sur la table pour être méga résilients face à l'inondation. La bonification des tarifs dont on parlait. Oui, modification des tarifs. On a tous de l'argent à gagner, en fait. Marie-Claude. Oui, je pense, mais enfin, il faut faire attention au type d'assurance dont vous parlez. Là, je pense que c'est d'assurance au dommage aux biens. C'est pas du tout l'assurance construction. Enfin, c'est deux domaines totalement différents. Donc, on n'est pas sur les mêmes problématiques. Merci. Quelqu'un souhaite rebondir? C'est une bonne nouvelle. Alors moi, je vais répondre au début de la question, et puis après l'autre partie, parce que comme je ne fais pas de dommages aux biens. En fait, ce qui était délicat aujourd'hui sur la présentation, c'est qu'il y a toute la partie ouvrage existant, c'est-à-dire dommage, et la partie construction d'un ouvrage nouveau. Et là, dans ce cas-là, c'est deux types d'assurances complètement distinctes. Tout à l'heure, sur l'exemple de la gare, ce n'était pas la totalité de la gare, c'était juste une toute petite partie. Mais on pourrait très bien se dire que, en fonction de
des besoins et aussi du coût que ça représente, parce que évidemment faire de la climatisation dans une gare en termes de bilan carbone, c'est un peu la catastrophe. Donc parfois se dire qu'une semaine dans l'année, on n'utilise pas la mezzanine en haut à gauche alors que tout le reste de l'immeuble serait utilisable, je pense que c'est une question qui doit se poser au regard du bilan carbone à l'ère de la RE 2020. La prochaine RE, elle va être encore plus dure et plus exigeante, avec des coûts de construction qui vont certainement exploser. Donc on pourrait se poser la question justement de se dire, est-ce qu'on n'a pas un compromis à faire, puisque c'est la question du compromis dont il est question. On peut le faire en droit administratif, en droit privé. On ne peut pas le faire puisqu'on n'a pas le droit de créer des clauses qui viendraient atténuer la responsabilité des constructeurs. Donc là-dessus, c'est pas possible. Mais en revanche, ça dépend des règles du jeu de départ. C'est de ça dont il est question. En revanche, sur l'inassurabilité, effectivement, quand on est un assureur construction, c'est sur 10 ans. Donc à partir du moment où l'ouvrage a plus de 10 ans à compter de la réception, on n'est plus sur la responsabilité spécifique des constructeurs, mais on tombe sur le domaine du dommage au bien, c'est-à-dire on va couvrir certains types d'éléments, d'événements type l'inondation. Mais l'assureur, il va couvrir le bâtiment lui-même. Donc forcément, si on a un environnement qui bouge autour, qui est bien plus lointain que le bâtiment, l'assureur qui couvre un immeuble, il va avoir du mal à aller reconstruire une digue ou un barrage à 10 km plus loin, en considérant que en fait, c'est ça qui crée le risque. Et en fait, c'est pour ça que moi, dans ma réponse, forcément sur ce type de questions-là, j'ai renvoyé vers les territoires au sens large, parce que c'est plus du domaine de l'assurance, en tout cas quand on assure l'immeuble, puisqu'on va avoir plusieurs assureurs successifs. Alors en revanche, s'il y avait un super assureur qui couvrirait une région pour pallier ces difficultés, mais je ne suis pas sûr que ça existe encore aujourd'hui, donc je pense qu'on est un peu dans le trou. En revanche, il y a la question de construire de la rénovation du bâtiment en tant que tel pour qu'il réponde à un minima, puisque en fait l'assurance, on le dit, on l'a peut-être pas assez dit, c'est une prime contre un risque. Mais quand il n'y a plus de risque, on sait que tous les ans ça va être inondé, l'assureur il peut plus assurer. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Et c'est aussi toutes les dimensions systémiques et quel narratif on choisit pour le territoire. François, tu voulais rebondir ? On a eu un premier élément de réponse dans la table ronde précédente. Quand, avec Monsieur le maire, le préfet, enfin les autorités publiques ont décidé s'il y avait des maisons reconstructibles ou pas, il nous a dit que les assureurs n'étaient pas là. Donc l'assureur ne peut pas envoyer un signal de dire non, ta maison n'est pas reconstructible. C'est pas à l'assureur de faire ça. Et heureusement que c'est l'État qui s'en charge, c'est l'État qui aménage nos territoires. Heureusement que c'est pas l'assureur. Moi, je voudrais pas qu'un assureur privé ait en main ma destinée résidentielle en quelque sorte. Le deuxième élément de réponse sur la non-assurabilité. D'abord, la non-assurabilité, dans le reste du monde, elle existe. Il y a à peu près 20% de la population mondiale qui est assurée et 25% des Européens ont un contrat d'assurance. En France, on a vraiment un système hyper unique. Les Allemands sont très peu assurés contre l'inondation, par exemple. En France, on a vraiment un système unique qui nous coûte que quelques euros. Et donc, on est dans une table ronde sur adapter l'assurance. Les Français ont déjà adapté l'assurance au réchauffement climatique depuis 1982. C'était 82, hein, c'est ça la CCR. Donc on a déjà adapté ça. On a déjà pris en compte que la mutualisation du risque et la collectivisation du risque était une solution à nous d'être suffisamment intelligents pour le maintenir. Donc l'inassurabilité au niveau mondial, ça existe. Un assureur est parfaitement libre de dire à une entreprise qui a des actifs, j'en sais rien, dans le golfe du Mexique ou en Californie, je t'assure pas sur le tremblement de terre. Non, non, désolé, j'ai pas envie. Trouve quelque chose d'autre. Donc ça existe déjà. Ça envoie peut-être des signaux de fragilité économique au territoire, évidemment. Évidemment qu'aujourd'hui, quand un industriel se dit « Tiens, je vais construire une nouvelle usine en Californie », il demande d'abord à ses assureurs si c'est une bonne idée. Et ces assureurs vont lui dire « Attends, là, risque feu de forêt, risque tremblement de terre, risque sécheresse, tu coches toutes les cases. » Après, il prend sa décision parce que c'est un acteur économique. Peut-être qu'il n'a pas le choix, peut-être qu'il a un moyen de financer son risque différemment. Merci. Cette table ronde est donc terminée. Merci à tous les quatre pour vos riches interventions et merci aux questions en salle. On va passer à la conclusion. Merci.